allons apprendre à reconnaître les caractéristiques d'un poème lyrique. Donc déjà, je reviens sur le mot lyrique qui vient de la lyre, l'instrument de musique, la lyre, parce qu'à l'Antiquité, eh bien, on disait que le poème lyrique, c'était un poème qui était chanté et accompagné de musique qui était faite avec la lyre. Et cet instrument de la lyre est aussi associé au mythe d'Orphée, Orphée aux enfers, qui était un personnage de la mythologie. Et Orphée était donc un poète, il avait une lyre et il a perdu son amoureuse Eurydice qui est allée aux enfers et il a réussi un petit peu à toucher la corde sensible du dieu des enfers via sa lyre et on l'a autorisé à aller chercher Eurydice aux enfers alors qu'elle était morte. Et finalement, c'est cette histoire qui explique que on lui avait dit de pas se retourner et puis finalement il se retourne et puis finalement elle reste aux enfers pour toujours. Bon, ce mythe-là d'Orphée, évidemment, très puissant au niveau des sentiments, a réactivé cette histoire de lyrisme. Mais nous, aujourd'hui, quand on parle de poèmes lyriques, eh bien, en fait, on veut tout simplement dire l'expression des sentiments. Et quand on est face à un poème lyrique, il y a quelques indices, en tout cas, des choses que l'on peut aller regarder afin de prouver si notre texte, il est lyrique ou pas. Donc déjà, je t'invite à aller regarder l'énonciation. L'énonciation, qui parle et à qui. Dans un poème lyrique, l'énonciation est la plupart du temps à la première personne. Soit je, le poète s'exprime en son nom, ou en une version fictive de lui-même, mais en tout cas il dit je, ou il peut dire nous aussi, s'inclure avec l'être aimé. Et puis le poème, on peut se demander est-ce qu'il est adressé? Est-ce qu'il est adressé à quelqu'un? Et dans ces cas-là, on va chercher un petit peu des traces de destinataire. Est-ce qu'il dit tu? Est-ce qu'il dit vous? C'est pas toujours le cas. Parfois, on a juste envie, un poète a juste envie de dire que ça va pas, par exemple. Ou plus rarement que ça va bien d'ailleurs. Dans un deuxième temps, je vais pouvoir regarder la ponctuation. Est-ce qu'on a une ponctuation expressive? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des points de suspension? Est-ce qu'il y a des points d'exclamation? Les points d'exclamation peuvent traduire du sentiment, de la colère ou de l'amour, au contraire. Les petits points, les points de suspension peuvent traduire du chagrin, une incapacité à parler. Vous voyez, ça peut être un peu quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va y retrouver des questions oratoires, ce qu'on a appelé aussi les questions rhétoriques, les fausses questions, les questions qu'on va se poser à soi-même? Ça aussi, c'est une trace d'un poème lyrique. Est-ce que il y a ce O là? Des fois, tu verras un O avec le petit circonflexe, on appelle ça le O vocatif. Et ça, c'est une marque de lyrisme aussi. C'est souvent pour donner de la tristesse. On voit ça dans les textes tragiques. Ensuite, je me pose la question de la forme. Est-ce que c'est un poème en vers libre? Est-ce que c'est une forme fixe? Est-ce que c'est un sonnet de quatrain de tercet? Est-ce que c'est une ode? Un poème qui célèbre quelqu'un? Est-ce que c'est un rondeau? Je dis ça, c'est plutôt un poème avec un petit refrain qui était pratiqué lors du Moyen-Âge. On en trouve des poèmes lyriques en rondeau, notamment Christine de Pisan. Et ensuite, je vais regarder si c'est pas une forme fixe comme ça. Est-ce que c'est 3 strophes? Est-ce que c'est 3 quatrains? Est-ce que c'est 4 tercets? Là, il faut que j'arrive un petit peu à définir. Donc, évidemment, je dois connaître le vocabulaire de la poésie. Je vais regarder aussi la métrique, les vers. Est-ce que c'est des vers en octosyllabes, en décasyllabes, en alexandrin? Je vais regarder effectivement aussi les rimes. C'est-à-dire que les mots qui sont à la fin, les mots qui sont à la rime, lesquels riment ensemble? Est-ce que il y a des rimes riches? Ça, c'est la qualité de la rime. S'il y a un son en commun, on dit que la rime est pauvre. 2, que la rime est suffisante. Et 3 sons ou plus, que la rime est riche. Et parfois, eh bien, il y a des mots qui vont avoir plusieurs sons en commun et ça va venir accentuer comme ça le rapport au sentiment. Et aussi, on va se demander, est-ce qu'il y a des enjambements? C'est-à-dire, est-ce que mon idée, elle dépasse le vers? Et même des fois, est-ce qu'elle dépasse la strophe? Et ça peut être quand on veut dire des sentiments, et des fois, on a besoin de déverser comme ça un petit peu son sentiment et ça déborde, on va dire, sur les vers suivants, sur les strophes suivantes. Dans un poème lyrique, souvent, il y a la thématique du sentiment, c'est évident, puisque le lyrisme, c'est l'expression des sentiments. Donc, on va regarder ça. Et il y a le motif de la nature, assez régulièrement, ou de la mort,
ou de la fuite du temps. La fuite du temps, par exemple, chez les poètes de la Pléiade, comme Ronsard et Du Bellay. Et évidemment, vu qu'on est dans l'expression des sentiments, il va falloir se poser cette question. Quels sentiments sont exprimés? Est-ce de l'amour? Mais dans ces cas-là, un amour partagé, non partagé, un amour qui fait souffrir, qui fait pas souffrir? De la tristesse, mélancolie, ça peut être ça aussi. Est-ce que c'est de la solitude? Ensuite, si c'est un poème qui est par rapport à l'être aimé, comment est vu l'être aimé? Quel sentiment il inspire? Est-ce que, voilà, il y a une réciprocité, c'est-à-dire est-ce que c'est un amour exaltant, très fort, parce que du coup, on est dans une plénitude du sentiment, parce qu'on est aimé en retour, ou alors au contraire, est-ce qu'on est vraiment triste, parce que c'est un amour qui est perdu, un amour qui s'est arrêté, ou un amour juste qui n'est pas partagé? Il y a aussi ça parfois. Je regarde, bien évidemment, mes réseaux lexicaux, les champs lexicaux. Champ lexical de la joie, de la tristesse, de l'amour, de la nostalgie, là c'est à toi de voir. Et ensuite, je peux évidemment avoir plusieurs champs lexicaux. Et dans ces cas-là, est-ce qu'ils s'ajoutent les uns aux autres ou est-ce qu'ils viennent s'opposer? Ça, je peux me poser cette question. Je vais porter après une attention particulière sur les figures de style. Comme tout poème, il y a des figures de style. Est-ce qu'il y a des métaphores, des comparaisons, des personnifications, des antithèses? Donc les antithèses, ça va être un mot qui parle de la nuit et l'autre du jour un peu plus loin, donc ça va créer un contraste. Un oxymore, oxymore comme l'obscure clarté, deux mots de sens contraire qui sont collés. Justement, parfois, quand on a des sentiments confus entre l'amour et la haine, les oxymores, par exemple, ça peut venir s'expliquer. Ou alors des figures de l'insistance, l'anaphore, la répétition comme ça d'un même segment de phrase ou d'un mot en début de vers. Une énumération, une assonance, répétition d'un son voyelle à l'intérieur d'un vers, ou une allitération, répétition d'un son consonne à l'intérieur d'un vers ou d'une strophe. Les assonances et les allitérations ramènent, effectivement c'est une preuve de lyrisme, parce que ça ramène à l'aspect musical de mon poème. Et que on a dit, traditionnellement, c'était des poèmes qui étaient mis en musique. D'ailleurs, toute la poésie était mise en musique. Mais je ne repère pas mes figures de style juste pour les repérer, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je me pose tout le temps la question de quel est alors l'effet produit? Qu'est-ce que ça crée dans mon texte? J'ai mis justement un petit exemple de la première strophe d'un poème qui s'appelle « Il pleure dans mon cœur » de Verlaine et qui est dans le recueil « Romance sans parole ». Donc je vais le lire. « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur ?» Oui, ça on voit bien que c'est assez lourd. Donc là, le poème dans son intégralité, c'est 4-4-1 en hexasyllabes. C'est-à-dire, la métrique c'est ça, 6 syllabes par vers. L'énonciation, bah tiens, je regarde. Et là, je suis bien à la première personne puisque j'ai le pronom possessif mon. Ok, donc c'est un indice d'un poème lyrique. Et je peux dire que du coup, ce que ça vient créer, c'est qu'on est bien dans le poète ici exprime des sentiments personnels, puisqu'il dit mon. J'ai également une question oratoire, une question rhétorique, parce qu'en fait, ici, quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Il se pose la question. La langueur, c'est un peu la maladie. Donc, quelle est cette douleur, cette espèce de mélancolie que j'ai au fond du cœur? Donc, le fait qu'il y ait une question oratoire, ça aussi, eh bien, c'est un indice du lyrisme. Et je traduis en disant qu'il ne sait pas d'où ce sentiment provient. J'ai un champ lexical de la tristesse ici avec pleure dans le titre, pleure ici, pleut, évidemment. Et j'ai le mot cœur qui est répété ici, cœur, cœur, cœur. Et le cœur, c'est une métonymie, c'est-à-dire une partie pour le tout. Une métonymie ici qui vient parler de ses sentiments. Cette répétition du mot cœur et de pleurer, eh bien tout ça, ça vient insister sur cette idée de chagrin. On le sent bien quand même. Et la langueur aussi vient vraiment accentuer ça. En fait, dans mon texte ici, j'ai une comparaison. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. En plus, j'ai l'outil de comparaison qui est mis en évidence. Donc là, j'ai bien cette idée de pleurer et de pluie. C'est donc une image très forte associée à la mélancolie. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau un petit paragraphe qu'il va te falloir remplir avec les mots ponctuation, lyrique, figure de style, sentiment, l'énonciation,
Destinataire, opposé, champs lexicaux et formes. Je récupère mon stylet. On est parti. Afin de reconnaître un poème, et donc je mis qui exprime des sentiments. Donc on a dit que c'était un poème lyrique. Voilà. Et donc je regarde et ensuite je précise. La plupart du temps, le poète s'exprime à la première personne. Donc quand on regarde dans un poème qui parle à qui, on regarde quoi? L'énonciation. Voilà. Donc la plupart du temps, le poète s'exprime à la première personne, 99%. Et il peut y avoir un... C'est-à-dire, le poème peut être adressé. Il peut donc y avoir un destinataire. D'ailleurs, dans un poème lyrique, le fait qu'il dise « je »,« ma »,« mon », eh bien en fait, quand toi tu le lis, tu dis aussi « je »,« mon cœur », comme Verlaine tout à l'heure. Et en fait, on peut traduire ça comme si finalement, son sentiment ou sa plainte, souvent la douleur, eh bien elle prend une dimension universelle. Parce que en 2022, moi quand je dis il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, eh je peux ressentir la même tristesse, en tout cas je peux l'associer à ma vie, comme Verlaine tout à l'heure. Donc là c'est la portée universelle aussi du poème. Je cherche les thèmes typiques après. Alors on a dit nature, fuite du temps, mais surtout le lyrisme, c'est l'expression des sentiments. Tac. Je dégage des amour, tristesse, joie. Thème des champs lexicaux. Voilà. Et je vois si je peux les associer ou au contraire les opposer, puisque c'est également intéressant. J'observe là, et là je vais mettre qui peut être expressif. Je regarde si j'ai bien des points d'exclamation, si j'ai des questions rhétoriques, si j'ai ce petit O là qui est dit vocatif. Donc la ponctuation. Et j'analyse là, et là du coup, il va me rester peu de mots, il va me rester figure de style et forme. Là ici on est sur la forme, les strophes, j'ai dit la métrique, c'est le nombre de syllabes dans le vers, les rimes, parce qu'en fait, on sait aussi que souvent pour l'expression des sentiments, c'est des octosyllabes, des décasyllabes ou des alexandrins. Je m'attarde sur les figures de style et surtout, je dis quel est l'effet produit. Si tu as un peu de difficulté avec cette histoire de poème lyrique, tu n'hésites surtout pas à aller pratiquer sur les exercices en ligne. J'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.